Bonjour Jérôme Cohen. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes donc le président d'Engage, porte-parole de ce grand défi des entreprises pour la planète. Vous l'avez lancé avec la scientifique Virginie Resson-Victor, présidente du GIEC Pays de la Loire. Oui. Alors, c'est un long et grand défi, on peut dire ça, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est un long et grand défi qui nous a pris 2 ans, qui est tout un processus en fait qui s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective, sur une sorte de tentative de démocratie participative appliquée à l'économie. Et donc, on est parti d'abord d'une grande consultation, on a pris le pouls de l'économie sur ces questions, ensuite on a tiré au sort 100 représentants d'entreprises de toute taille, de toute géographie, de tout secteur d'activité, et puis qu'on a fait travailler ensemble pendant 8-9 mois, à travers 6 sessions notamment, beaucoup de sessions aussi entre les sessions, enfin d'inter-sessions en ligne, etc. Et puis on arrive à la dernière phase, puisque les 100 propositions, il y a eu, c'était quasiment, ça a 9 mois, donc c'était une gestation, et les 100 propositions sont arrivées, qui proposent d'accélérer, comme vous l'avez dit, la transition de l'économie et des entreprises, et là on passe à la diffusion. Maintenant, il faut que tout ça serve à quelque chose, soit appliqué de l'impact. Est-ce que, il faut être un peu ambitieux dans les mots, est-ce que c'est un nouveau capitalisme qu'on est en train, qu'il faut créer? Tout à fait. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est comment on réinvente un modèle qui soit finalement, alors on peut parler de capitalisme de la régénération, il y a beaucoup de mots là-dessus, peu importe, mais qui soit, je pense, l'entreprise où l'économie est au service des hommes, et les hommes sont au service de l'écosystème de la planète. Donc quelque part, ça renverse la priorité. On n'est pas à l'économique et puis on fait attention au social et environnemental. Le but de l'économie est un peu inversé d'une certaine façon, est au service des hommes et de la planète. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura une chance d'arriver à faire cette transition environnementale. Et puis sur les deux jambes, c'est important, le climat et la biodiversité. Et la biodiversité, on va en parler évidemment de biodiversité. La question du rythme de la transformation. Elle est évidemment cruciale. Et l'équation, elle n'est pas simple à résoudre. Parce que d'un côté, il y a l'urgence climatique, biodiversité, et de l'autre, il y a le risque de casse sociale. Comment on adresse et comment vous avez adressé ce paradoxe ou cette contradiction apparente? Je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe, en fait. Il faut que les deux soient évidemment conduites en même temps. Donc, le social, on ne peut pas traiter la question environnementale au sens large sans traiter la question sociale. C'était au cœur des interventions. Mais ça veut dire que le capitalisme se met aussi au service des hommes, si vous voulez. Donc, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais pu poser ma question différemment. On prend l'exemple de Total Energy. Si on dit Total Energy abandonne le fossile, il y a des dizaines de milliers de salariés sur le carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est toujours une excuse de dire, en quelque sorte, on ne peut pas faire parce que sinon il y a le chômage, etc. Je pense qu'il faut aussi faire confiance quand même au monde économique ou à la société en général pour se réinventer. Vous savez, prenons l'exemple de Total. Si on veut rester dans les 1,5 degrés, donc dans ces trajectoires éditées par le GIEC notamment, ou par les accords de Paris, il faut que 80% de ces réserves, qui sont déjà comptabilisées en quelque sorte, restent dans le sol. Donc on sait très bien ce qu'il faut faire. Et maintenant, faut avoir l'inventivité, la créativité pour y arriver. Par quoi ça passera? Qui va payer pour ça? C'est toute la question. Mais il est évident qu'il faut y aller. Il n'y a pas le choix. En fait. Il n'y a pas le choix. Alors, il y a 100 propositions. On va en regarder en détail quelques-unes. Et je vais commencer par la biodiversité parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de climat et peut-être pas assez ou trop tard, je ne sais pas, de la biodiversité. Faire de la biodiversité une grande cause nationale intégrée dans la stratégie nationale biodiversité 2030. Un volet communication ciblant les entreprises. Pourquoi cet aspect-là est important? Pour moi, c'est fondamental, en fait, qu'ils aient rajouté de ça, les délégués, parce que c'est vraiment les délégués qui ont fait émerger ces propositions. D'une part, première réponse première partie de réponse, la biodiversité, elle a été très peu prise en compte, je pense, par rapport au climat. D'une part, parce que c'est l'agenda médiatique, d'une certaine façon. On a beaucoup plus parlé depuis une dizaine d'années du climat, et parce que c'est beaucoup plus complexe. Le climat, ça peut se résoudre, je caricature, par un prix carbone, etc. La biodiversité, il y a une complexité. Est-ce qu'on peut donner une valeur à un animal, une valeur à une zone humide? C'est très compliqué. Et ça nécessite, et c'est pour ça que... et pour répondre à la deuxième partie de la question, 75% à peu près de l'impact, c'est les entreprises. Donc, évidemment, il faut que les citoyens évoluent, changent, prennent conscience, changent certaines de leurs pratiques, que la consommation évolue. Mais ce qu'il faut cibler en priorité, c'est bien les entreprises. C'est à elles de bouger. C'est à elles de faire le plus d'efforts. Et je dirais que, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les propositions, certes, on demande aux entreprises de bouger, mais il y a beaucoup de propositions
où on propose des systèmes, des process pour aider leur transition, et en particulier les TPE et les PME. Il y a énormément de réglementations qui vont arriver au niveau européen, notamment au niveau européen, la CSRD, etc., pour que les entreprises s'y adaptent, anticipent et soient prêtes à ce moment-là. Il y a un chemin. Donc on propose par exemple de faire un guichet unique, un peu comme pour les artistes, mais pour cette transition, pour les aider avec beaucoup de ressources, des financements, etc. C'est pareil, si on veut prendre la biodiversité, il y a une autre mesure qui peuvent être faites par les entreprises elles-mêmes ou par leur écosystème, c'est la question de la triple comptabilité. Alors, c'est ça super intéressant. Ça. Triple capital. C'est un peu technique, mais pas tant que ça, en fait. Et là, pour répondre presque à la première question, ça remet en cause totalement, ou en question, ou ça chamboule le capitalisme. C'est les normes comptables qui changent radicalement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va mesurer une entreprise, sa performance, autant sur le financier que l'extra-financier. Donc on va mettre le social et l'économie et l'environnemental au cœur de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on compte? Mais alors, pourquoi triple? Je me suis posé la question, pourquoi triple? Social, environnemental et économique. D'accord, ok. Bon, l'économique reste quand même, pour une performance économique, mais et de façon, je dirais, presque à égalité. Après, il y a énormément, et c'est un problème, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles normes comptables qui essayent d'émerger. Mais il faut se mettre d'accord sur une seule norme, parce que sinon on va comparer des choux et des carottes en quelque sorte. Et comment on arrive à faire ça? Ça, c'est aussi l'une des propositions qu'en 2030, on ait des normes qui soient édictées et une triple comptabilité, enfin une comptabilité triple capitale qui soit la même pour chaque entreprise. Mais ça, c'est une révolution énorme. C'est une boîte à outils, en fait, que vous proposez. Non, c'est d'une certaine façon une boîte à outils et puis une trajectoire. C'est-à-dire quoi? Tout ça fait écosystème. Donc, il n'y a pas des mesures... Bien sûr, on peut les prendre séparément, mais elles résonnent tout entre elles. Elles ont un fil rouge et un sens commun, bien sûr. Mais je vous posais cette question-là parce qu'il y a certaines des idées, des propositions qui sont applicables par une entreprise presque en solo, puis il y en a d'autres, il faut embarquer les partenaires, il faut embarquer les sous-traitants. Je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a des propositions qu'une entreprise, effectivement, par exemple, obliger en quelque sorte les entreprises à avoir un administrateur. On ne peut plus être administrateur si on n'est pas formé à la question environnementale. La fresque du climat, c'est aussi votre job. Je suis aussi dedans. Donc, c'est une nécessité absolue. Ça paraît totalement logique. On ne peut plus prendre de décision aujourd'hui si on n'a pas un minimum de connaissances sur ces enjeux. Ça, c'est ce qu'une entreprise peut mettre en place quasiment toute seule. Pareil, indexer la rémunération variable du salarié ou des dirigeants sur la performance environnementale, extra-financière d'une boîte. Ça paraît assez logique, en fait, finalement. Et puis, il y en a qui nécessitent, comme vous l'avez très bien dit, que l'écosystème, de travailler avec l'écosystème entier, quelque part, de l'entreprise. Et puis, il y en a d'autres qui vont nécessiter de changer la réglementation, de changer la norme, changer les lois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi commence un travail pour nous de plaidoyer, de lobbying d'intérêt général. Je prends par exemple la proposition sur la TVA, d'indexer la TVA sur la performance environnementale des produits. Là encore, si on veut que ça progresse, ça paraît assez logique, mais ça nécessite de rentrer dans la loi. Là, c'est au niveau européen, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler, affecter 10% du résultat net de l'entreprise à un fonds de réserve écologique non distribué destiné à financer sa transition écologique. C'est intéressant parce que je crois juste avant que vous annonciez vos 100 propositions, dans le même lieu d'ailleurs au Conseil économique, social et environnemental, il y avait le Crédit Mutuel qui annonçait consacrer 15% de ses bénéfices, son résultat net, à un dividende sociétal. Et puis le même jour, la Maïf, 10% à un dividende écologique. C'est cette logique-là? Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut il est souhaitable plutôt que l'entreprise consacre 10% de ses revenus nets. Non pas à aider la transition écologique dans son ensemble, à soutenir une ONG ou autre, une association ou une start-up qui œuvre pour le bien commun. On ne va pas critiquer ça, bien sûr, c'est super. Mais c'est sa propre transformation. Voilà. Et on s'est appuyé notamment sur des entreprises qui sont témoignées, comme Alma, par exemple, une entreprise de la région de Grenoble, et qui le fait déjà. Donc il y a 10%, je crois qu'elle-même c'est 20%, chaque année, qui est mis de côté pour préparer sa transition. On sait que la transition va coûter de l'argent. Donc il y en a qui ont les moyens, donc qu'elles le fassent, qu'elles consacrent directement 10% ou 20%, si elles veulent évidemment, à cette transition, pour la préparer, pour l'accompagner. Et puis celles qui n'en ont pas les moyens, parce qu'elles sont trop petites, peu importe, pas la rentabilité, il faut
que l'écosystème économique les aide. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais je trouve fondamental, pareil, il faut évidemment former les salariés pour qu'ils prennent conscience. Il faut que ce soit une trajectoire collective et que toute l'entreprise, ensemble, en quelque sorte, décide de faire de leur propre transition une priorité, et ça coûte de l'argent. Ouais, on va continuer, une dernière minute pour se projeter dans l'avenir. Vous avez parlé du plaidoyer. Oui. Donc là, c'est quoi? C'est un travail de lobbying, il faut aller voir les ministres, président de la République, au niveau européen. C'est ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, quoi. En fait, on a pour moi, deux principales audiences à aller voir. Donc, deux plaidoyers ou lobbying d'intérêt général à faire auprès des décideurs économiques. Ouais. Et ça, on a commencé beaucoup à le faire, c'est déjà beaucoup dans les réseaux, il y a déjà certaines propositions qui sont déjà appliquées par certaines entreprises ou qui commencent à l'être, on est très content. Et puis, pour faire évoluer les réglementations ou la loi, faut aller voir les politiques. Donc, on va aller voir, on a commencé à le faire, d'aller voir les cabinets, les ministres, pour qu'on leur explique, pour qu'ils s'approprient. Et on a une chance en quelque sorte, c'est qu'il y a un momentum là, législatif dans les 6 mois qui viennent, où il y a beaucoup de lois qui vont être édictées et qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, les politiques s'en emparent, on leur livre le bébé, on va travailler avec eux, mais c'est à eux d'appliquer et de faire que ces propositions soient mises en œuvre concrètement. Merci beaucoup, Jérôme Cohen. Bravo pour ce grand défi des entreprises pour la planète qu'on suivra évidemment dans cette émission. On passe à notre débat, le rétrofit au programme.